Et en fait, t'as déjà fait l'expérience de l'effet Mandela? Je suis sûr que sur les premiers films Disney que j'ai regardés, la fée Clochette apparaissait sur le logo au début du film et mettait le point sur la lettre I. J'ai un pote qui m'a posé la question et j'ai direct imaginé la fée Clochette sur le logo avant d'apprendre qu'il s'agissait d'un effet Mandela. Je ne suis pas fou, je sais que je l'ai vu. Pour confirmer, j'ai ressorti toutes les anciennes cassettes VHS que j'avais laissées chez mes parents et il n'y a pas du tout de fée Clochette au début des films. Je ne sais pas si c'est un monde parallèle ou quoi que ce soit, mais je suis sûr de ce que j'ai vu et je sais que je ne suis pas le seul. Les baskets Converse. Je me souviens très bien que le logo Converse se trouvait sur le côté extérieur de la chaussure, le côté que l'on montre aux autres. J'ai lu dans une discussion que le logo était toujours à l'intérieur, mais cela n'avait pas de sens. J'ai regardé ma propre paire et j'ai vu le logo à l'intérieur. Cela m'a donné la chair de poule étant donné que j'ai toujours porté des Converse depuis que je suis un jeune adolescent. Et je pensais que le logo à l'intérieur était stupide parce que nous voulions montrer le logo au collège et au lycée. Tout d'abord, au Brésil, on ne va généralement pas à l'école, collège ou lycée, peu importe, toute la journée. On va à l'école soit le matin, généralement de 7h30 à midi, soit l'après-midi, généralement de 13h à 17h30. Toutes les personnes qui étaient enfants au Brésil et qui n'étaient pas à l'école le matin, lorsque le 11 septembre a eu lieu, se souviennent d'avoir regardé Dragon Ball Z et d'avoir été interrompus par la nouvelle des attentats. Et je dis bien tout le monde. On en parle à chaque fois que quelqu'un demande « Qu'est-ce que tu faisais quand le 11 septembre est arrivé ?» Sauf que DBZ n'était pas diffusé à l'époque. Quelqu'un a vérifié les horaires de diffusion et les a comparés à l'heure à laquelle les attentats ont eu lieu. Ce n'était pas du tout le cas. Pourtant, toute une génération d'enfants est sûre à 100% qu'ils regardaient DBZ quand la nouvelle est tombée. Depuis que je suis enfant, je suis un grand fan de Pokémon. J'ai regardé toutes les séries, joué à tous les jeux et même collectionné les cartes. Pikachu a toujours été mon Pokémon préféré, et je suis certain de bien connaître chaque détail de ce petit personnage électrique. Je me souviens distinctement d'un détail sur Pikachu qui a toujours été clair dans mon esprit. La queue de Pikachu avait une extrémité noire. Ce n'était pas une confusion, j'en suis sûr. Enfant, je dessinais souvent Pikachu, et je faisais toujours attention à dessiner l'extrémité noire de sa queue. C'était une marque distinctive pour moi. L'autre jour, je discutais avec des amis d'enfance de nos souvenirs de Pokémon et nous avons commencé à parler de Pikachu. J'ai mentionné l'extrémité noire de sa queue et là, tout le monde m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de complètement fou. Ils m'ont assuré que Pikachu n'a jamais eu d'extrémité noire à sa queue. J'étais tellement sûr de moi que j'ai décidé de vérifier immédiatement en ligne. À ma grande surprise, toutes les images officielles et les représentations de Pikachu montraient une queue entièrement jaune avec seulement une base brune. J'étais abasourdi. Comment cela pouvait-il être possible? J'ai commencé à douter de mes souvenirs. J'ai alors fouillé dans mes vieux dessins d'enfance et en effet, sur plusieurs d'entre eux, j'avais dessiné Pikachu avec une extrémité noire à sa queue. Mais tout ce que je pouvais trouver sur Internet contredisait cela. Pour aller plus loin, j'ai demandé à mes amis s'ils avaient déjà entendu parler de ce détail. Certains d'entre eux se souvenaient aussi vaguement de l'extrémité noire, mais ils n'étaient pas aussi convaincus que moi. J'ai alors découvert que je n'étais pas seul dans cette confusion. De nombreuses personnes sur des forums et des réseaux sociaux partagent le même souvenir d'un Pikachu avec une extrémité noire à sa queue, et cela semble être un cas classique de l'effet Mandela. Il y a quelques années, j'ai décidé de regarder un peu la Coupe d'Afrique des Nations. Je me connecte et découvre que le match en cours est Ghana contre Comores. Je ne savais pas qu'il y avait un pays appelé Comores en Afrique. Peut-être qu'un de leurs pays a changé de nom. J'ai déjà vu ça. Allons sur Wikipédia. On y apprend que c'est une île située dans le canal du Mozambique, habitée depuis environ 1000 ans, colonisée par les Français au XIXe siècle avant d'obtenir son indépendance dans les années 70. Plus intéressant encore, c'est le seul pays de la Ligue africaine qui se trouve entièrement dans l'hémisphère sud.
Alors que les Comores triomphaient des géants du Ghana dans un choc emblématique, j'ai parcouru l'Internet à la recherche de tout ce qui concerne les Comores. C'était fascinant. J'étais stupéfaite de n'avoir jamais entendu parler de ce pays incroyablement intéressant auparavant. En fait, à l'école, dans les années 2000, notre tuteur avait l'habitude de nous faire passer des tests sur toutes sortes de sujets, y compris un test semi-régulier sur les pays d'Afrique. Nous devions faire le tour de la salle en les nommant et il les cochait sur sa liste. Nous avons battu son quiz à plusieurs reprises et les Comores n'ont jamais été cités. D'accord, peut-être qu'il n'en avait pas parlé, mais ce n'est pas grave. J'appelle mon père et lui demande s'il a déjà entendu parler des Comores. Mon père est un je-sais-tout. Quand j'étais enfant, il m'emmenait dans les musées et me faisait faire des petits quiz. C'est un type très intelligent avec une mémoire incroyable. Il me dit « Non, je n'ai jamais entendu parler des Comores ». Il se penche sur la question et est tout aussi fasciné. Je commence alors à me dire que j'ai suivi un module sur les politiques africaines à l'université, qu'il faut regarder le manuel que j'ai utilisé et lire mes notes. Toujours pas de mention des Comores dans le manuel ni dans mes notes. C'est bizarre. Puis je repense à tous les Jeux Olympiques que j'ai vus. J'ai regardé beaucoup de cérémonies d'ouverture et je n'ai pas vu une seule fois les Comores entrer avec le drapeau. C'est un petit pays, mais il est assez grand pour aligner une équipe de football. Alors ils ont sûrement participé aux Jeux Olympiques d'une manière ou d'une autre. D'accord. Ils ont envoyé des athlètes à tous les Jeux d'été depuis 1996. C'est bizarre que j'ai raté tout cela. À tous ceux qui sont originaires des Comores, je voudrais m'excuser d'avoir réfuté votre existence. Bien sûr, il y a des lacunes dans les connaissances et les souvenirs de chacun, et je pense fondamentalement que c'est de là que proviennent ces effets Mandela plutôt que d'une sorte de dérapage cosmique de l'univers. Cela dit, dans le cas présent, il s'agit d'une sensation stupéfiante. Je suis heureux de découvrir chaque jour que je me trompe sur quelque chose, mais il s'agit généralement de détails et non de l'ensemble. Je suis allé dans un centre commercial où il était censé y avoir une salle de sport. J'ai demandé autour de moi et personne ne savait de quoi je parlais. J'ai regardé autour de moi et je ne l'ai pas trouvée. Je suis revenu quelques mois plus tard et elle était juste là devant mon visage. Il aurait fallu que je sois sous tension pour ne pas la remarquer. Je ne sais pas comment ou quand elle est apparue, mais ça m'a fait peur. Je me souviens très bien avoir appris qu'il y avait 6 continents. L'Amérique, qui était enseignée comme un seul continent, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie et l'Antarctique. C'était une évidence pour moi et mes camarades de classe à l'époque. On passait des heures à colorier des cartes et à mémoriser ces 6 grands blocs de terres émergées. L'autre jour, alors que je révisais les continents avec mon neveu, j'ai été surpris de constater qu'il y en avait 7. Les Amériques étaient séparées en 2 continents distincts, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une nouvelle classification, mais après quelques recherches, j'ai découvert que cette distinction était en place depuis longtemps et qu'elle était largement acceptée dans la communauté géographique. J'ai alors commencé à douter de mes souvenirs. Comment avais-je pu passer à côté de cette information toute ma vie? J'ai demandé à quelques amis de ma génération, et certains se souvenaient également d'avoir appris qu'il y avait seulement 6 continents. Nous avons discuté de nos souvenirs d'école, des leçons de géographie et des cartes que nous avions étudiées. C'était très étrange, car nous étions nombreux à partager ce même souvenir erroné. Intrigué, j'ai fouillé dans mes vieux manuels scolaires que ma mère avait conservés dans le grenier. À ma grande surprise, les cartes dans ces livres montraient bien les 7 continents actuels. Comment ai-je pu me tromper à ce point? Ceux que je trouve les plus intéressants sont les souvenirs du 11 septembre. Bien qu'il s'agisse d'un événement majeur, les gens se souviennent encore d'histoires qui ont été complètement inventées par leur esprit. Ils se souviennent qu'un tel ou un tel travaillait dans l'immeuble, alors qu'en réalité il y travaillait depuis des semaines. Ils se souviennent d'avoir vu le panache de fumée par leurs fenêtres, alors qu'ils se trouvaient dans un état complètement différent. Ils se souviennent de l'émission qu'ils ont regardée à la télévision, mais cette émission n'a été diffusée que quelques années plus tard. Une étude a été réalisée. Les gens sont tout aussi susceptibles de ne pas se souvenir de ces événements importants, mais ils sont beaucoup plus confiants dans l'exactitude de leurs souvenirs. En réalité,
votre cerveau oublie tout de la même manière, mais vous vous souvenez davantage des événements importants et, à chaque fois que vous vous en souvenez, vous créez un nouveau souvenir. Pensez à la façon dont, dans un rêve, votre cerveau prend des informations aléatoires et essaie de former quelque chose de cohérent que vous croyez. Il en va de même pour les souvenirs, dans une moindre mesure. S'il manque des informations, votre cerveau comblera les lacunes par quelque chose de plausible. Dès que vous faites cette supposition, elle devient partie intégrante de chaque souvenir. Plus le temps passe, plus vous oubliez de détails et plus votre cerveau en remplit d'autres. Si vous ne vérifiez pas souvent vos souvenirs, ils s'écarteront considérablement de la réalité. J'avais un meilleur ami avec qui j'allais au jardin d'enfants. Il avait un frère aîné du même âge que le mien et ils se disputaient tout le temps. Leur famille vivait à 2 maisons de la nôtre. Pour des raisons inconnues, ils ont brusquement déménagé au milieu de l'année scolaire et nous ne les avons plus jamais vus ni entendus. Notez que j'avais un surnom spécifique à cette époque de ma vie. Environ 14 ans plus tard, je me trouvais un soir dans l'appartement d'un ami où je traînais avec quelques personnes. Des amis à eux sont venus se joindre à nous et un homme est entré, qui m'a semblé très familier. J'ai pensé qu'il pouvait s'agir de mon ami perdu de vue depuis longtemps, mais je n'ai rien dit. Il s'est avéré que son nom était le même. Je n'ai toujours rien dit. Notez que personne dans la salle ne connaissait le surnom que je lui avais donné à l'époque. Au bout d'un moment, il me montre du doigt et me demande si je m'appelle ce surnom. J'ai répondu par l'affirmative et lui ai demandé s'il allait à l'école susmentionnée. Il m'a répondu que non. Nous avons eu une longue et étrange conversation au cours de laquelle nous avons distingué les faits des non-faits dont nous nous souvenions l'un de l'autre. Il se souvenait de moi, mais j'avais une tonne de souvenirs, apparemment erronés à son sujet. Mais c'était le même enfant. Le lendemain, j'ai interrogé toute ma famille sur tout ce dont elle se souvenait à propos de sa famille et toutes nos informations étaient les mêmes. L'école, la ville où nous vivions, le frère, etc. Des années plus tard, mon mari me prend au dépourvu avec l'effet Mandela. Je lui ai parlé de mon ancien ami et il m'a dit que c'était probablement mon expérience de l'effet Mandela. Pensez à la façon dont, dans un rêve, votre cerveau prend des informations aléatoires et essaie de former quelque chose de cohérent que vous croyez. Il en va de même pour les souvenirs, dans une moindre mesure. S'il manque des informations, votre cerveau comblera les lacunes par quelque chose de plausible. Dès que vous faites cette supposition, elle devient partie intégrante de chaque souvenir. Plus le temps passe, plus vous oubliez de détails et plus votre cerveau en remplit d'autres. Si vous ne vérifiez pas souvent vos souvenirs, ils s'écarteront considérablement de la réalité. En 2002, ma grand-mère fêtait son 60e anniversaire. Mon père nous a ramenés à la maison à 22 h, prêts à nous coucher. Nous, mon frère et moi, avions 12 et 14 ans à l'époque. Au fil des ans, une histoire a été inventée selon laquelle nous avions disparu après avoir visité le terrain de jeu local après le dîner de l'anniversaire de ma grand-mère. Certains voisins ont aidé à nous rechercher. Mais fait amusant, nous n'avons jamais disparu. Mon père nous a ramenés à la maison, a mis Toy Story à la télévision et est parti. Mon frère et moi avons entendu parler de cela pour la première fois en 2015. Par différentes personnes à différentes occasions, « Ah, tu es l'un des garçons qui ont disparu ». J'ai d'abord pensé qu'il se moquait de moi parce que je m'étais perdu à un autre moment, mais c'était en 2013, sous l'effet de l'alcool, et l'histoire était différente. Mais ensuite, ils nous racontent tous la même histoire sur notre disparition. Et les histoires sont sacrément proches de la vérité dans chaque histoire. Ma mère fait le tour des mêmes voisins en voiture et se rend à différents endroits pour faire des recherches. Vieux vignobles, vieux moulins, etc. Parfois, je pense que je me suis perdu de la manière la plus brutale qui soit. Je me suis perdu et j'ai changé de plan d'existence. Lorsque j'ai obtenu un emploi dans une autre ville, le tout premier jour de travail, le tout premier jour dans une nouvelle ville, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire pour le déjeuner. Sauf que je savais que je voulais sortir et voir ce que la nouvelle ville avait à offrir. En roulant, j'ai vu une statue de Big Boy, un garçon caricatural tenant un gros hamburger au-dessus de sa tête. L'émission spéciale Halloween des Simpsons en a fait une parodie, mais il tenait un beignet.
En voyant cette statue de Big Boy, j'ai su que c'était l'endroit que je cherchais, que c'était là que j'allais manger. Une minuscule cabane à hamburgers qui semblait n'avoir subi aucun travail depuis les années 70 et qui s'appelait Sony. Et c'était incroyable. J'ai mangé à cet endroit plusieurs fois au cours des premiers mois où j'ai vécu ici. Je savais toujours exactement où c'était parce qu'on pouvait voir cette statue de 10 mètres de haut de tous les côtés. Finalement, le bureau a déménagé dans un autre quartier de la ville et j'ai arrêté d'y aller. Il y a quelques mois, j'ai appris qu'elle était en vente. Qu'est-ce qui va arriver à la statue du garçon au hamburger? Ai-je demandé à quelqu'un? On m'a répondu, quelle statue? Il s'avère qu'il n'y a pas de statue à cet endroit. Quelques personnes disent s'en souvenir. Peut-être étaient-ce de l'autre côté de la rue ou devant un autre magasin, murmure-t-elle en essayant de se souvenir de détails précis. La plupart des gens disent qu'ils vivent dans le quartier depuis longtemps et sont certains qu'il n'y a jamais eu de statue. J'ai utilisé Google Street View, j'ai regardé des images historiques datant d'il y a des années et, pour autant que je sache, elle n'a jamais existé. Alors pourquoi le souvenir de ce garçon géant, tenant hamburger au-dessus de sa tête et me guidant vers la gourmandise est-il si fort? Je ne sais pas si cela compte comme un effet Mandela ou non. Quand j'étais enfant, j'ai déménagé dans une ville et j'ai commencé à promener mes chiens près du terrain de mon école. Un jour, environ 1 an après avoir déménagé, vers la fin des vacances d'été, un père et sa fille se rendaient au terrain en même temps que moi, ce qui m'a permis de les connaître assez bien. Ils avaient emménagé le mois précédent et leur fille allait fréquenter la même école que moi, juste 1 an en dessous. J'ai appris où ils habitaient et c'est même arrivé au point où ils m'invitaient à entrer dans leur jardin lorsque je passais devant leur maison alors qu'ils s'apprêtaient à partir pour le parc. Cela s'est produit plusieurs fois par semaine pendant quelques mois. Un jour, ils n'avaient pas l'air de vouloir sortir pour aller au parc, alors j'ai continué. Il s'est avéré qu'il y avait une montgolfière dans le parc qui se préparait encore à décoller au moment où j'ai décidé de quitter le parc. Sur le chemin du retour, j'aperçois un homme dans le jardin devant la maison et je lui crie que je suis un ami de la fille et que j'ai mentionné qu'il y avait une montgolfière dans le parc si la fille voulait la voir. L'homme me dit qu'il n'y a personne au nom de la fille qui habite à cette adresse. Je suis évidemment très confus, car je sais pertinemment qu'il s'agit de leur maison, puisque je me souviens avoir été dans le jardin où je me trouvais. Je dis alors que je me souviens très bien qu'il y avait un père et une fille dans la maison, et je prononce leur nom. Il me dit qu'il n'y a personne portant ces noms qui ait vécu ou même visité cette adresse au cours des 40 années où il y a vécu, et il me dit que j'ai dû confondre son adresse avec celle de quelqu'un d'autre ou quelque chose de ce genre. Je suis parti après cela, extrêmement confus. J'ai revérifié la maison et, quelques jours plus tard, comme j'y pensais encore, j'ai même, probablement illégalement, jeté un coup d'œil par-dessus la clôture dans le jardin arrière pour vérifier qu'il s'agissait bien de la bonne maison. C'était bien le cas. Je n'ai jamais revu le père et la fille, et je n'ai jamais vu de panneau à vendre ou quoi que ce soit d'autre lorsque j'ai visité leur maison, j'étais donc presque certain qu'ils n'avaient pas déménagé. J'ai même vérifié auprès de mon école s'il y avait un élève portant le même nom que la fille à l'école, et on m'a répondu que non. Même aujourd'hui, 15 ans plus tard, je me souviens très bien d'avoir marché avec eux et d'être devenu leur ami. Je ne me souviens plus de leur nom, tout simplement parce que cela fait longtemps et que je me souviens davantage des visages que des noms. Chaque fois que je passe devant cette maison, j'ai toujours l'étrange sentiment de savoir quelque chose que personne d'autre ne semble savoir. Il existe une citation sportive suédoise très célèbre, peut-être la plus célèbre, censée avoir été prononcée lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1990, que tout le monde de plus de 40 ans se souvient avoir entendue. Elle se présentait comme suit, pendant les quarts de finale entre l'Angleterre et le Cameroun, après que l'Angleterre a égalisé à 8 minutes de la fin du match, il fait sombre sur le banc des remplaçants camerounais. Je le répète, tout le monde se souvient d'avoir entendu cette citation et d'en avoir ri, car il s'agit d'un jeu de mots faisant référence à la fois à la perspective du match et à la peau sombre des joueurs camerounais. Seulement, cette citation n'a jamais été prononcée, même si le commentateur croit aujourd'hui qu'il l'a dite. Aucune preuve n'existe, les mots n'ont jamais été prononcés au cours du match, prouvés par des enregistrements. Et, en l'état actuel des choses, tout le monde a fini par y croire de but en blanc et de bouche à oreille. Il y a un effet Mandela qui a affecté toute ma famille à cause de moi.
Il y avait un joueur de foot dans une équipe rivale qui faisait toujours la même célébration stupide chaque fois qu'il réussissait un bon coup. Nous détestions tout cela. Un jour, alors que nous nous en plaignions, j'ai dit en plaisantant qu'il faisait probablement cette célébration comme une dernière demande pour un pauvre enfant malade ou quelque chose comme ça, et que c'était nous les idiots. Quoi qu'il en soit, des années plus tard, la célébration est revenue sur le tapis et mon frère a dit « Oui, mais je comprends un peu puisqu'il le fait pour l'enfant malade. » Ensuite, tous les membres de ma famille ont réfuté mon affirmation et se sont souvenus avoir lu des articles ou vu des reportages expliquant pourquoi ils faisaient cette célébration et, pendant des années, ils n'ont pas détesté la célébration pour autant. Certains d'entre eux se souvenaient même de détails précis, comme la maladie dont l'enfant était en train de mourir ou autre. Je leur ai fait perdre la tête quand je leur ai demandé de faire des recherches et qu'ils ont découvert qu'il n'existait aucune histoire de ce genre. Je les remarque de plus en plus ces derniers temps, et je vais donc vous parler de la dernière en date, qui m'a complètement bouleversé. Dans les années 70, un épisode de Sesame Street mettait en scène la méchante sorcière de l'Ouest du magicien d'Oz. Il a été diffusé une fois et tant de parents ont écrit qu'ils avaient été tellement perturbés par cet épisode que le studio a décidé de le mettre dans le coffre-fort et de ne plus jamais le rediffuser. Avance rapide jusqu'en 2019. L'épisode est finalement devenu accessible dans des lieux à accès restreint, notamment à la Bibliothèque du Congrès. Il n'a toujours pas été diffusé sur l'Internet, malgré une clameur en ligne pour que cela se produise. Finalement, quelqu'un a publié anonymement l'épisode dans sa quasi-totalité et en excellente qualité, tout compte fait, sur YouTube en juin de cette année, où il est actuellement disponible. Avant que l'épisode ne soit ajouté à la Bibliothèque du Congrès, il n'y avait aucun moyen de le regarder, et avant son téléchargement sur YouTube, il n'y avait aucun moyen de le regarder en ligne. Voici donc ce qui s'est passé. Mon mari et moi regardions une vidéo YouTube sur les épisodes perdus de séries télévisées populaires et le narrateur a commencé à parler du tristement célèbre épisode 0847 de Sesame Street et je l'ai immédiatement reconnu. Oh, celui où elle perd son balai et où Oscar a le béguin pour elle, ai-je dit. Elle a menacé Big Bird avec un plumeau ou quelque chose comme ça. Oui, je me souviens avoir regardé ce film quand j'étais enfant. Mais au fur et à mesure que le narrateur avançait, il devenait évident que non. Il était impossible que j'aie regardé cet épisode lorsque j'étais enfant. L'épisode a été diffusé une seule fois en 1976 et n'a jamais été rediffusé. Et je suis né en 1993. C'est impossible. Mon mari m'a dit « Peut-être que tu as lu quelque chose à ce sujet. » Mais ce n'est pas possible non plus, car aucun détail sur l'épisode n'a été révélé au public avant 2017. Les gens savaient que l'épisode existait, mais il n'y avait pas de synopsis ou de détails disponibles. Je me souviens très bien avoir regardé cet épisode lorsque j'étais enfant. Je me souviens avoir regardé Le Magicien d'Oz peu de temps avant de voir cet épisode. Je me souviens même avoir pensé que la méchante sorcière n'était pas aussi effrayante dans l'épisode de Sesame Street qu'elle était dans le film original et m'être senti un peu soulagé. Et je me souviens que je l'ai regardé sur une télévision, pas en ligne, car à l'époque, les sites de lecture vidéo comme YouTube et Google Vidéo n'existaient pas encore. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Nous avons fini par conclure que j'avais dû regarder une rare cassette VHS de l'épisode, mais le fait est que mes parents ne possédaient aucune cassette VHS d'aucune sorte. Et même si c'était le cas, mes deux parents auraient eu environ 12 ans lorsque l'épisode a été diffusé et il n'y avait pas d'enfants en bas âge dans les deux foyers à l'époque. Il n'y avait aucune raison pour que l'un d'eux ou leur famille l'ait enregistré. Je sais donc que j'ai regardé cet épisode lorsque j'étais enfant, car j'en ai des souvenirs très précis, notamment en ce qui concerne le chapeau de la sorcière lorsqu'elle fait semblant d'être gentille, parce qu'il me rappelait le chapeau de Mary Poppins. Sinon, comment aurais-je pu savoir de quoi parlait l'épisode? Mais il est littéralement impossible que je l'ai vu. Dans deux cas précis, mon père, mon frère et moi nous souvenons tous d'une longue coupure sur la plante du pied. Mais nous ne nous souvenons que de nous-mêmes et de personne d'autre. Papa dit que c'est lui qui l'a eu, je suis convaincu que c'est moi qui l'ai eu, mon frère dit que c'est lui qui l'a eu, mais aucun d'entre nous ne se souvient que l'autre l'a eu. C'est maman qui a départagé les deux, mais elle est convaincue que nous avons tous eu des coupures en même temps et que cela lui paraît bizarre parce que c'était sur le même pied pour chacun d'entre nous et de la même façon, bien que nos souvenirs de la façon dont nous avons eu nos coupures soient différents. Le deuxième cas concerne une station-service au coin de notre maison. Je me souviens que 3 mois auparavant, mon père y avait fait le plein de la voiture.
Un jour, il s'est arrêté pour manger un morceau et j'ai remarqué que tous les réservoirs d'essence avaient disparu. Je lui en ai parlé et il m'a regardé comme si j'étais folle, car apparemment cette station-service n'était plus qu'un magasin et n'avait même plus de réservoir depuis que j'étais toute petite. Ma mère et mon frère étaient également très catégoriques sur le fait qu'il n'y avait jamais eu de réservoir d'essence à cet endroit. C'est-à-dire qu'il n'y en avait plus lorsque j'étais toute petite et qu'il était donc impossible que papa ait fait le plein il y a 3 mois à peine. Je pensais qu'il s'agissait d'une énorme blague familiale, mais j'ai même demandé à quelques-uns de mes amis dans la région et ils ont tous dit la même chose. Celle-ci m'est un peu plus personnelle, mais en grandissant, ma mère et moi faisions toujours l'effort d'aller à la plage tous les vendredis après-midi. Lorsqu'il faisait trop sombre pour être dans l'eau, nous nous rendions au parc qui se trouvait juste à côté de la plage. Certains vendredis, nous nous détendions sur l'un des toboggans et regardions les étoiles. Un jour, j'ai vu une lumière qui tournait sur elle-même et je me souviens avoir demandé à ma mère ce que c'était. Elle m'a répondu qu'il s'agissait d'un phare, utilisé la nuit pour empêcher les bateaux de s'écraser sur le rivage. Je m'en souviens très bien, car c'était en quelque sorte ma porte d'entrée dans l'hyperfixation sur les navires coulés et naufragés. Des années plus tard, plus d'une décennie, donc probablement entre le milieu et la fin des années 2000, j'ai recommencé à m'intéresser aux phares. Je vais sur Internet pour voir si le phare que j'ai vu est toujours en service, et je ne trouve aucune trace de ce phare. Je demande alors à ma mère, et apparemment cette conversation que nous avons eue n'a jamais eu lieu selon elle. Alors je cherche plus loin, et apparemment il n'y a jamais eu de phare là où je pensais qu'il y en avait un. Aujourd'hui encore, ça me rend fou, parce que je sais ce que j'ai vu, je sais de quoi on a parlé. J'ai grandi en regardant les films Star Wars, et je me souviens clairement de la scène emblématique où Dark Vador dit à Luke « Luke, je suis ton père ». Cette phrase est gravée dans ma mémoire. Imaginez ma surprise quand j'ai découvert que la phrase originale est en fait « Non, je suis ton père et… ». J'ai revérifié les films, les scripts, tout, et effectivement, c'est bien et non, je suis ton père et… Comment est-ce possible? Cette réplique est tellement célèbre. D'autres fans de Star Wars ont-ils eu la même expérience? Celle qui m'interpelle toujours est propre à mes amis et moi et remonte à l'époque où nous étions enfants. Il y avait un ruisseau qui passait sous la rue dans le quartier et nous nous retrouvions parfois sur les berges, de part et d'autre de la route. Il y avait un gros rocher sur lequel nous nous asseyions tout le temps. Sauf qu'un jour, nous passions devant et ce n'était pas un rocher. C'était un petit arbre. Complètement enraciné et établi, le rocher n'était pas visible. Attention, il s'agissait d'un rocher très lourd. Nous passions souvent à cet endroit et nous nous souvenons tous de ce rocher. Nous l'appelons le rocher métamorphique. Je pourrais mettre ma main à couper, mais le gars du jeu de table Monopoly avait un monocle avant. Je m'en souviens comme si c'était hier. Quand j'ai grandi, ma famille était plutôt pauvre et j'ai toujours voulu avoir un jeu de Monopoly. Un jour, je me suis cassé le pied et après 3 os 4 jours, ma mère m'en a acheté un pour m'aider à me sentir mieux. Je n'avais pas d'amis pour me rendre visite parce qu'ils étaient occupés ou ne voulaient pas passer leur journée au lit alors qu'ils pouvaient être dehors. Le jour où je l'ai reçu, j'ai passé la majeure partie de la journée à jouer, à lire tout ce qu'il y avait sur les cartes, les règles et même à jouer seul. Le type sur la boîte avait toujours un putain de monocle. Au milieu du plateau ou sur la boîte, le type vous regardait et tenait son monocle, j'en suis sûr. Même sur l'une des cartes, le bonhomme était soit arrêté par un flic pour aller en prison, soit il était dans le train, mais il avait toujours son monocle. Dans ces cartes, le type avait perdu son monocle et il était derrière lui en train de tomber parce qu'il se déplaçait rapidement. Ce fait me hante encore aujourd'hui et me donne des frissons parce que je sais combien de temps j'ai passé ce mois-là au lit avec ce putain de jeu. Je suis astronome amateur, et le livre de la bibliothèque de notre club d'astronomie qui suscite le plus de controverses est celui qui traite des comètes brillantes de ces dernières décennies. Une comète suffisamment brillante pour être observée depuis la ville se produit en moyenne 1 fois par décennie. Beaucoup de gens en ont vu une dans le ciel lorsqu'ils étaient enfants ou adolescents, et des années plus tard, ils posent des questions à ce sujet.
Le livre sort, ils le feuillettent, vérifient l'année et se disent que ce n'est pas vrai. Ils se souviennent avoir vu la comète lorsqu'ils étaient au collège, alors qu'en réalité, c'était lorsqu'ils étaient au lycée ou vice-versa. J'ai passé mes années de formation dans le restaurant familial de mes parents, Emilio Pizza. Mes premiers souvenirs sont ceux d'avoir appris à plier une boîte à pizza, d'avoir volé de l'ananas et du pepperoni sur la table des ingrédients. Oui, parfois en même temps, désolé tout le monde, et d'être monté à l'arrière de la Toyota Celica de mon père pour les livraisons, où il promettait de nous donner, à mon frère et à moi, tous les pourboires qu'il avait gagnés si nous pouvions remporter le jeu du silence. Personne dans notre famille ne connaissait l'Emilio original, car le resto existait depuis des années avant que mes parents ne l'achètent, alors qu'ils n'avaient qu'une vingtaine d'années. Ils ont gardé le nom, les recettes et même une partie du personnel lorsqu'ils ont repris l'affaire. Certains anciens se souviennent d'un certain monsieur Emilio qui passait de temps en temps pour vérifier l'état de l'établissement. Emilio ou Emilio? Juste une lettre, mais aussi une syllabe supplémentaire. Ce n'est probablement qu'un tour de mémoire et pourtant, nous avons rencontré des gens dans cette petite ville qui étaient catégoriques sur le fait que le nom avait été changé. Nous avons sponsorisé des équipes locales de baseball en été et de hockey en hiver, et les deux responsables de la ligue se souvenaient de notre magasin avant qu'il ne nous appartienne. L'équipe de baseball avait même une vieille photo des Emilio Pizza Tigers dans son bureau. La ligue de hockey était heureuse de rétablir sa relation avec les gens d'Emilio Pizza. Au fil des ans, nous recevions des appels ou des visites d'anciens clients qui demandaient pourquoi nous avions changé de nom. La plupart d'entre eux se disaient « Je comprends, Emilio sonne plus italien, mais tout réenregistrer et changer toutes les enseignes, c'est une vraie plaie, n'est-ce pas? Pourquoi le faire pour quelque chose d'aussi petit ?» L'enseigne, c'est ça quoi mon père revenait toujours. L'enseigne, disait Emilio, ce n'était pas vraiment une vieille enseigne, mais c'était comme ça quand nous avons acheté l'endroit. Un morceau d'acrylique imprimé qui pendait devant des néons n'était pas quelque chose que l'on changeait sur un coup de tête, c'était 3 000 $. En outre, il correspondait au nom officiel de tous les produits que nous avions achetés. Un jour, un client a apporté un aimant de réfrigérateur portant la mention Emilio. Les aimants que nous distribuions portaient la mention Emilio. Nous étions stupéfaits, il y avait la même police de caractère et tout le reste, et il y avait une date sur ce fichu objet. Joyeux nouvelle en 1980. Nous avions acheté la maison en 1988, 2 ans avant ma naissance. Pendant cette période, le nom avait été changé et j'avais été élevé dans un château de mensonges. Nous avons changé le nom, nous sommes revenus à Emilio. Nous avions récemment eu un différend avec les pages jaunes à propos d'une publicité mal imprimée et nous avions gagné au tribunal, de sorte qu'il nous devait beaucoup. Nous avons changé le nom, l'enseigne, les aimants, nous avons même décollé le « i » du côté des voitures. Nous avons envoyé des dépliants, vous aviez raison, au lieu de nos courriers habituels et nous avons commencé à vendre les retours d'Emilio, combo. Nous nous demandions toujours pourquoi cela s'était produit, si c'était simplement parce que l'ancien propriétaire voulait sonner plus italien. Un jour de 2002, nous avons eu la réponse. Un vieil homme est venu commander une part de pizza au fromage. J'étais assis à l'avant et je jouais à la Game Boy pendant qu'il mangeait, et il a fait une remarque. « C'est bien de voir que vous vous occupez de la vieille maison. » Mon père avait l'habitude de recevoir ce genre de remarques, mais au cours des 10 dernières années, il avait rencontré presque tous les anciens clients. Pourtant, de nouveaux visages apparaissent de temps en temps. L'homme m'a dit que son frère était le propriétaire de l'établissement. Je lui ai demandé s'il s'agissait de Joe, l'homme à qui mes parents avaient acheté le magasin, et il a répondu en riant « Non, non, c'est mon frère Émile. » Putain de qui? Émile. Il m'a fallu toute la discipline de mes 12 ans pour ne pas courir à l'arrière du magasin avant que ce type ne disparaisse comme le fantôme qu'il était manifestement. Mais lorsque je suis retourné à la devanture avec mon père, l'homme était toujours là et bien réel, mâchant sa pizza au fromage et louchant vers les fours. Après une brève discussion avec mon père, le type dit « Ouais, Émile le tenait dans les années 70. » C'était le moment, c'était une ligne vers la source, nous pouvions enfin savoir comment Émile appelait l'endroit. Il s'avère que nous avions en grande partie raison. Émile, qui était en fait italien, a toujours été appelé Emilio par ses parents plus âgés. Le type nous a expliqué que la langue italienne elle-même n'a été véritablement normalisée qu'après que le pays a adopté des technologies telles que la radio et, plus tard, la télévision au milieu des années 1900,
et certains membres de sa famille de l'ancien pays n'ont jamais aimé l'idée d'utiliser l'orthographe de Mussolini, de sorte que tout le monde a fait les choses différemment. Quoi qu'il en soit, Emilio était un surnom, et c'est ainsi qu'il appelait sa pizzeria jusqu'en 1982, lorsque l'entreprise d'acrylique qu'il avait engagée pour fabriquer son enseigne a bâclé le travail et lui a livré une enseigne portant l'inscription Emilio. Manifestement embarrassé, le fabricant a proposé à Émile de remplacer l'enseigne par la bonne, ou de lui rembourser la moitié de son argent et d'installer l'enseigne bâclée aujourd'hui même, sans frais supplémentaires. Il prit le mauvais panneau et le remboursement, mais laissa tout le reste en l'état, pensant que ses clients le trouveraient drôle. C'est pourquoi tous les anciens se souvenaient qu'il était étrange et qu'il pourrait le changer plus tard lorsque le panneau serait usé. Lorsqu'il a vendu à Joe, ce dernier a commencé à tout assortir à l'enseigne, d'où l'étrange dualité dont nous avons hérité quelques années plus tard, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas fait pour travailler dans un restaurant. Nous avons tenu l'établissement pendant 6 ans encore, jusqu'à ce que les horaires de restaurant nous rattrapent, que maman gagne plus qu'assez en vendant des logiciels et que nous vendions l'établissement à mes oncles pour permettre à papa de prendre un repos bien mérité. Il a passé quelques années à la retraite et a entraîné mon équipe de hockey avant de lancer une entreprise de rénovation lorsque mon frère et moi sommes partis à l'université. C'était une bonne période. Mais de temps en temps, mon oncle me raconte l'histoire d'un vieux client qui demande pourquoi nous nous sommes débarrassés du « i ». Vous vous souvenez de l'emoji du voleur ? Je me souviens très clairement d'avoir utilisé un emoji de voleur dans plusieurs conversations avec mes amis. C'était un petit personnage avec un masque sur les yeux, un bonnet noir et souvent avec un sac de butin sur l'épaule. J'étais sûr et certain de l'avoir vu et utilisé, et mes amis aussi. On en riait souvent parce qu'il était parfait pour illustrer des situations où on se volait des idées ou des blagues. Mais récemment, quand j'ai voulu l'utiliser à nouveau, impossible de le trouver. J'ai cherché dans tous les catalogues d'emojis disponibles sur mon téléphone, sur Internet, même dans les anciennes mises à jour. Rien. Pas de trace de cet emoji du voleur. J'ai demandé à mes amis et eux aussi se souvenaient de cet emoji, mais personne ne pouvait le retrouver. On s'est même mis à fouiller nos anciennes conversations pour retrouver des messages où on l'aurait utilisé. Toujours rien. C'est comme s'il n'avait jamais existé. J'ai fait quelques recherches en ligne et je n'ai trouvé aucune preuve de l'existence d'un tel emoji. Pourtant, je reste persuadé de l'avoir vu. L'expérience qui m'a le plus troublé, c'est celle qui est à l'origine même de ce phénomène qu'on appelle l'effet Mandela. Il s'agit de la mort de Nelson Mandela. Je me souviens très clairement que, dans les années 80, j'ai appris à l'école et vu dans les actualités que Nelson Mandela était mort en prison. C'était un événement marquant. Je me souviens de discussions en classe, des documentaires à la télé, et même des articles de journaux qui parlaient de sa mort et de son héritage. Je me rappelle des gens qui rendaient hommage à son combat contre l'apartheid, des manifestations en son honneur et des hommages mondiaux qui lui étaient rendus. Pour moi, c'était un fait établi et ancré dans ma mémoire. Puis, en 2013, quand j'ai entendu aux infos que Nelson Mandela venait de mourir, j'étais abasourdi. Je me suis dit, mais comment est-ce possible ? Je me souviens qu'il est mort il y a des décennies. J'ai ressenti une confusion immense. J'ai même vérifié avec des amis et certains avaient la même mémoire que moi, tandis que d'autres me regardaient comme si j'étais fou. J'ai fait des recherches et j'ai découvert que je n'étais pas le seul à avoir ce souvenir. C'est tellement étrange de se rendre compte que ce que l'on croyait être un souvenir précis et fiable est en réalité faux. Cet événement m'a vraiment perturbé et m'a fait douter de mes souvenirs sur d'autres choses aussi. Est-ce que d'autres parmi vous ont aussi ce souvenir de la mort de Mandela dans les années 80 ? J'ai toujours aimé discuter des souvenirs d'enfance avec mes amis, mais récemment, une de nos discussions a pris une tournure vraiment étrange. On parlait des vieux films qu'on regardait dans les années 90 et quelqu'un a mentionné un film intitulé Shazam avec l'acteur Sinbad en génie. Immédiatement, ça m'a rappelé des souvenirs précis. Je me souviens avoir vu ce film plusieurs fois. Je me souviens clairement de Sinbad dans ce costume de génie, avec son turban et son gilet coloré, faisant des blagues et réalisant des vœux pour 2 enfants. Il y avait des scènes où il sortait de sa lampe magique, des moments de comédie où il essayait de comprendre le monde moderne, et même une fin où il aidait les enfants à résoudre leurs problèmes.
Tout cela me semblait si réel. Mais quand j'ai cherché à revoir ce film, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Shazam avec Sinbad n'existe pas. J'ai fouillé partout, sur Internet, dans les bases de données de films, même dans des forums spécialisés, et aucune trace de ce film. Pourtant, je n'étais pas le seul à m'en souvenir. Des milliers de personnes partagent ce même souvenir, et pourtant, il n'y a aucune preuve de son existence. Ce qui est encore plus troublant, c'est que Sinbad lui-même a nié avoir jamais joué dans un tel film, bien que de nombreux fans insistent sur le contraire. C'est comme si ce film avait été effacé de la réalité, laissant derrière lui des souvenirs fantômes. Je voulais partager une expérience récente que j'ai eue avec l'effet Mandela. Vous vous souvenez tous du logo KitKat? Personnellement, j'ai toujours pensé qu'il y avait un trait d'union entre KIT et KAT. Mais en regardant les barres chocolatées récemment, j'ai remarqué qu'il n'y en a jamais eu. C'est juste et KitKat et sans trait d'union. J'ai demandé à plusieurs amis et beaucoup se souvenaient également du trait d'union. Comment est-ce possible que tant de gens aient le même faux souvenir? La sœur de ma grand-mère a mis de l'argent de côté pour tous les petits-enfants et neveux sur un compte intouchable avec un taux d'intérêt assez intéressant. Elle l'a placé à la naissance de l'enfant et il arrive à maturité lorsqu'il a 25 ans. Personne ne peut y toucher d'ici là. Tout ce que l'on peut faire, c'est regarder. Pratiquement tout le monde dans la famille savait que c'était une somme d'argent décente pour commencer. Et nous savions tous qu'il avait un bon taux d'intérêt, ce qui signifiait qu'il y aurait une putain de tonne d'argent en plus sur ce compte quand nous aurions tous 25 ans. Même la sœur de ma grand-mère a dit que c'était une bonne somme et qu'elle ne ferait qu'augmenter. Eh bien, il s'avère que depuis cette année, après 21 ans d'accumulation d'intérêts, le montant total du compte s'élève à 78 $. Même les banques ont été surprises lorsqu'elles sont allées voir ce qu'il en était, car elles avaient elles aussi l'impression que le montant aurait été considérable. Il n'y a pas eu d'escroquerie, personne n'a volé quoi que ce soit. C'est tout simplement le montant qu'il y a sur le compte après 21 ans. La grand-mère et sa sœur ne sont plus avec nous et nous n'avons donc pas pu leur poser de questions à ce sujet. Mais son frère l'est aussi et il s'est renseigné. Et il s'avère qu'elle n'a pas mis grand-chose dedans et nous étions tous au courant parce qu'elle avait envoyé des lettres à chaque parent autour du jour de la naissance pour expliquer tout cela. Je suppose donc que toute la famille s'est trompée dans ses souvenirs. Je ne suis pas vraiment contrarié, mais j'ai planifié la majeure partie de ma vie en fonction de cela, pensant que je pourrais aller dans une université décente et au moins payer mon crédit. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi en voyant le logo de Coca-Cola partout, sur les bouteilles, les publicités, les affiches et même les néons lumineux dans les magasins. Et je me souvenais très clairement qu'il y avait un petit tilde au-dessus du premier O dans Coca. Tout a commencé lors d'une soirée entre amis. On discutait des logos célèbres et de leur évolution au fil du temps. C'est là qu'un de mes amis a mentionné que Coca-Cola n'a jamais eu de tilde dans son logo. J'étais choqué et j'ai immédiatement protesté, affirmant qu'il y avait un tilde au-dessus du « EO » dans et Coca. Plusieurs autres amis ont rejoint la conversation, certains confirmant mon souvenir, d'autres non. Intrigué et un peu troublé, je suis rentré chez moi et j'ai décidé de vérifier. J'ai sorti une vieille bouteille de Coca-Cola que je gardais comme souvenir et, à ma grande surprise, il n'y avait aucun tilde. J'ai ensuite cherché sur Internet, regardé des images de vieux et nouveaux logos, et partout c'était le même constat, pas de tilde. Cette découverte m'a vraiment bouleversé. Comment avais-je pu être si sûr d'un détail aussi précis et me tromper complètement? Pour moi, le tilde faisait partie intégrante du logo, quelque chose que je voyais chaque fois que je buvais un Coca. J'ai fouillé dans mes souvenirs, essayant de me rappeler où j'avais pu voir ce fameux tilde. Peut-être dans une vieille publicité? Sur un emballage spécial? Rien. Aucune preuve tangible. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à toutes les fois où j'avais dessiné le logo de Coca-Cola dans mes cahiers d'école, ou les innombrables pubs que j'avais vus à la télévision. J'étais tellement sûr de moi. J'ai même demandé à ma famille et à d'autres amis, et les réponses étaient partagées. Certains se souvenaient aussi du tilde, tandis que d'autres n'en avaient aucun souvenir. J'ai fait quelques recherches sur Internet et découvert que je n'étais pas seul. Il semble que de nombreuses personnes partagent ce même faux souvenir. C'est fascinant et déconcertant à la fois de voir à quel point notre mémoire peut être collective et erronée.
J'ai découvert que cette confusion est un parfait exemple de l'effet Mandela, où un grand nombre de personnes se souviennent d'un événement ou d'un détail de manière incorrecte. Comment un détail aussi spécifique peut-il être si mal mémorisé par tant de gens? Peut-être que c'est notre cerveau qui essaie de combler les lacunes avec ce qui lui semble logique. Après tout, un tilde au-dessus du EO, il pourrait donner un aspect plus exotique et unique, et peut-être avons-nous inconsciemment ajouté ce détail pour rendre le logo plus distinctif. Ou peut-être que nous avons confondu avec un autre logo qui a un tilde. Il y a aussi la possibilité que nous ayons vu des variations artistiques du logo Coca-Cola où des designers ont ajouté des éléments décoratifs et notre mémoire a intégré ces versions alternatives comme étant les originales. J'ai été choqué la dernière fois que je suis parti en vacances à Paris. J'ai toujours été fasciné par le sourire énigmatique de la Joconde. Mais cette fois-ci, quelque chose m'a frappé de manière inattendue et m'a plongé dans un profond questionnement. Depuis que je suis tout petit, on m'a toujours parlé du sourire ambigu de la Joconde, ce sourire subtil qui change selon l'angle sous lequel on le regarde. J'avais l'impression qu'il était légèrement souriant, presque espiègle. Mais lors de cette visite récente, ce n'était pas du tout ce que je voyais. Pour moi, son sourire semblait beaucoup plus neutre, voire presque absent. Perturbé par cette découverte, j'ai décidé de creuser un peu plus. En rentrant chez moi, j'ai passé des heures à examiner des photos haute résolution de la Joconde en ligne, et chaque fois, son sourire semblait différent de ce dont je me souvenais. J'ai parlé à des amis et des membres de ma famille, et beaucoup d'entre eux se souvenaient également d'un sourire plus marqué, plus expressif. J'ai commencé à me demander si j'étais victime de l'effet Mandela, ce phénomène où un grand nombre de personnes se souviennent d'un événement ou d'un détail de manière incorrecte. Pour moi, c'était exactement ce qui se passait avec le sourire de la Joconde. J'ai continué mes recherches et découvert que je n'étais pas seul dans cette confusion. De nombreux forums en ligne regorgent de discussions où les gens débattent de la nature exacte du sourire de la Joconde, certains affirmant qu'il était plus prononcé, d'autres disant qu'il était toujours resté discret. Cette énigme m'a vraiment fasciné. Pourquoi tant de gens se souviennent-ils d'un sourire différent? Une théorie intéressante que j'ai lue suggère que notre perception du sourire de la Joconde peut changer en fonction de notre état d'esprit ou de notre propre humeur. Léonard de Vinci aurait pu concevoir son œuvre pour qu'elle évoque différentes émotions chez les spectateurs, selon leur perspective personnelle. Mais cela n'explique pas pourquoi nos souvenirs semblent si incohérents. Le surveillant de mon école primaire. Le grand jeu auquel nous jouions quand nous étions enfants s'appelait « balle au mur » et consistait à faire rebondir une balle de tennis sur un mur de briques. L'école n'était autre que d'un étage, si bien que de temps en temps, un enfant trop zélé ou pas assez coordonné lançait une balle sur le toit. De temps en temps, le surveillant montait et les ramassait pour nous. Quelquefois, il a même demandé à des enfants de monter pour l'aider. Il était toujours super cool et distribuait même des bonbons pendant les vacances. Au début de mon adolescence, certains d'entre nous cherchaient à gagner de l'argent pendant l'été. L'une des possibilités était d'être surveillant dans l'une des écoles primaires de notre ville, et j'ai donc postulé auprès de mon ancienne école. J'ai demandé si je travaillerais pour l'ancien surveillant, et on m'a répondu qu'il n'y avait plus personne de ce nom dans l'école. J'ai demandé s'il avait démissionné ou pris sa retraite, et on m'a juré que c'était le nouveau surveillant depuis plus de 10 ans. La dame qui m'a interrogé était là depuis que j'étais à l'école primaire. J'ai interrogé mes parents à ce sujet et ils n'avaient aucune idée de qui je parlais, mais ils se souvenaient du nouveau surveillant. Tous mes amis se souvenaient parfaitement de ce type, mais leurs parents et même la sœur aînée de l'un d'entre eux l'ont nié. Je suis un grand fan de Scooby-Doo depuis que je suis enfant et j'ai regardé des tonnes d'épisodes avec mes amis. Shaggy, le compagnon de Scooby, a toujours été un personnage mémorable avec son look débraillé, sa voix unique et sa pomme d'Adam proéminente. Oui, vous avez bien lu. Je me souviens très clairement que Shaggy avait une pomme d'Adam bien visible qui bougeait de manière comique chaque fois qu'il déglutissait de peur ou qu'il avalait un énorme sandwich. Mais récemment, en regardant des vieux épisodes par nostalgie, j'ai remarqué quelque chose de vraiment bizarre. Shaggy n'a pas de pomme d'Adam. J'ai regardé plusieurs épisodes de différentes séries de Scooby-Doo et pas une seule fois on ne voit cette fameuse pomme d'Adam. J'ai même vérifié des images et des clips en ligne pour être sûr, mais rien. Comment est-ce possible?
Je suis certain de l'avoir vu dans ma jeunesse. J'ai parlé à mes amis qui se souvenaient également de cette caractéristique distinctive de Shaggy. Certains d'entre eux étaient tout aussi surpris que moi de découvrir qu'elle n'a jamais existé. C'est vraiment déroutant, car c'est un détail visuel si spécifique que je ne peux pas croire que notre mémoire collective nous joue à ce point des tours. J'ai fait quelques recherches et apparemment, je ne suis pas le seul à avoir ce faux souvenir. Il y a plusieurs discussions en ligne où des gens se souviennent aussi de la pomme d'Adam de Shaggy. Au Danemark, nous avons une émission de télévision très populaire intitulée Matador, qui se déroule de 1929 à 1947. Il y a une scène mémorable où la vieille fille de la ville s'est enfin mariée, mais lorsque son mari veut consommer leur mariage, elle l'enferme sur le balcon. Lorsque la série a été rediffusée pour la première fois au début des années 1980, les gens n'étaient pas contents parce que la société de diffusion avait supprimé la scène où il se tient sur le balcon, criant pour qu'on le laisse rentrer, alors que cette scène n'avait jamais existé. Mais tous les Danois qui ont regardé Matador savent exactement à quoi ressemble cette scène. Je me souviens d'une émission pour enfants des années 80 dans laquelle il y avait un Rubik's Cube magique qui pouvait exaucer des vœux, mais seulement lorsqu'il était résolu. Ces deux enfants mexicains partaient à l'aventure à chaque épisode et inévitablement, ce fichu cube était brouillé par accident et ils devaient le résoudre rapidement pour se sortir du pétrin. Pendant des années, personne ne s'est souvenu de l'existence de ce dessin animé, et j'ai cru que j'étais fou. Je me souvenais même de la chanson du générique. Les gens se contentaient de me regarder dans le vide. Puis un jour, je l'ai trouvé sur YouTube et j'ai failli pleurer de soulagement. C'était une émission terrible, mais au moins je ne suis pas fou. J'ai raconté cette histoire à mes parents il y a peut-être 10 ans et ils m'ont ri au nez et m'ont traité de folle. J'ai assisté à de nombreux enterrements avec ma grand-mère lorsque j'étais enfant. Elle me gardait pendant que mes parents étaient au travail et je passais la plupart de l'été avec elle dans la ferme familiale. Parfois il n'y avait pas d'enterrement, parfois il y en avait 2 dans la même semaine. Il n'y en a qu'un seul qui me vient à l'esprit et personne ne croit que le service ait eu lieu. C'était à l'église de ma famille. Une femme d'âge moyen était décédée et nous assistions à la cérémonie. La salle était comble, les pleurait, et il faisait si chaud que les huissiers distribuaient ces éventails en papier merdiques que l'on voit dans toutes les églises noires en été. La chorale chantait et la congrégation était assise, attendant le début du sermon de clôture. La chorale était composée de grands-oncles et tantes et de personnes que je connaissais depuis toujours. Mon grand-père jouait du piano pour toutes les chorales de l'église. Je me souviens d'avoir essayé de me concentrer sur ce qu'il faisait parce qu'être à l'église était pour moi une surcharge sensorielle totale. C'est alors que j'ai vu l'un des membres de la chorale tomber par terre sans vie pendant que tout le monde chantait. La personne à sa gauche, je crois que c'était ma grand-tante, avait cet air horrifié sur le visage. Elle se couvrait la bouche avec ses mains, en état de choc. Voici le moment où mon père a failli s'évanouir de rire. Les employés des pompes funèbres se sont approchés de ce type et l'ont déclaré mort. Ils se sont approchés du cercueil qui était occupé, en ont sorti la femme et l'ont raccompagnée jusqu'à la porte. Je me souviens encore de l'aspect de ses jambes sans vie dans ses bas. Ils ont mis l'homme qui venait de s'effondrer dans le cercueil nouvellement vide et ont continué les funérailles comme si de rien n'était. Je sais que ça n'a pas de sens, mais je suis sûr d'avoir vécu cette scène. Je ne sais pas si c'est très répandu, mais l'une d'entre elles qui m'a vraiment interpellé, ce sont les yeux d'Hitler. Je me souviens très bien que mon prof préféré se moquait d'Hitler parce qu'il voulait créer une race aryenne, alors que lui-même n'était pas aryen parce qu'il avait les yeux marrons. Je me souviens d'avoir lu ce fait dans nos manuels scolaires. Des années après avoir terminé l'école, j'ai regardé un film dans lequel Adolf avait les yeux bleus, ce que j'ai trouvé étrange. J'en ai discuté avec ma petite amie de l'époque, qui s'est interrogée, et elle aussi m'avait dit qu'il avait les yeux marrons. Bien sûr, j'ai fait des recherches, et j'ai découvert qu'Adolf Hitler avait des yeux d'un bleu profond. Je suis encore confus aujourd'hui, car j'étais un passionné d'histoire, et comme je l'ai dit, mon professeur d'histoire était mon préféré, donc j'ai beaucoup de souvenirs, et ces cours sont ceux dont je me souviens le plus, à tort semble-t-il.
J'ai toujours été fasciné par l'histoire et les événements marquants, et l'assassinat de JFK en fait partie. J'ai grandi en pensant que la limousine dans laquelle il a été assassiné avait 4 passagers. JFK, Jackie Kennedy, le gouverneur Connally et son épouse. Mais récemment, j'ai découvert que la voiture avait en réalité 6 passagers. Il y avait également 2 agents des services secrets à l'avant. Comment ai-je pu me tromper sur un détail aussi important et souvent vu dans les documentaires et les photos historiques? L'une des choses qui me perturbe le plus est la conception des moteurs d'avion, qui sont maintenant placés devant les ailes et non plus directement sous les ailes. Je me souviens clairement d'un changement, juste comme ça, puisque j'avais l'habitude de voyager en avion au moins 3 ou 4 fois par an. Malheureusement, je ne me souviens pas de la date. Sinon, j'aurais pu préciser que le changement aurait eu lieu entre 2 dates précises, entre 2 voyages. Quoi qu'il en soit, j'étais à l'aéroport. Je me rendais à Barcelone pour mon travail depuis Stockholm. J'étais à la porte d'embarquement et je regardais dehors. Il y avait quelques avions garés à la porte d'embarquement à côté de la mienne, et comme je passais à côté d'eux, je me souviens que je pensais « Oh, il y a un nouveau design pour les avions maintenant ?» Les moteurs ont été déplacés vers l'avant des ailes. Je me demande si mon avion est ce nouveau modèle. Mais j'ai regardé autour de moi et j'ai vu que tous les avions ressemblaient à cela. J'ai commencé à chercher sur Google, mais je n'ai trouvé que des avions avec le nouveau design. J'ai ensuite dû monter à bord de l'avion et j'ai vérifié la brochure d'information dans le siège et elle n'indiquait que les modèles. Cela m'a vraiment fait perdre la tête. Je me souviens très bien de l'ancien logo de Volkswagen. Quand j'étais enfant, mon père conduisait toujours une Volkswagen et je passais des heures à dessiner la voiture. Le logo, je le connaissais par cœur. Un V et un W imbriqués l'un dans l'autre sans séparation. Puis, il y a quelques années, j'ai remarqué que le logo avait changé. Il y avait maintenant un espace entre le V et le W. J'ai pensé que c'était un rebranding récent, mais non, selon les archives, il a toujours été comme ça. C'est étrange, car j'aurais juré qu'il n'y avait pas cet espace avant. Est-ce que quelqu'un d'autre a ce souvenir ? J'avais 13 ans et je n'avais jamais appris à nager. J'avais du mal à me maintenir à flot, je pouvais à peine survivre dans l'eau. Un jour, mes parents et moi allons à l'anniversaire de ma nièce. Il y a une piscine. Je m'amuse dans la piscine d'1 mètre, puis je vais dans celle d'1,50 m. Pour faire court, je dérive jusqu'au milieu de la section, je n'ai rien pour grimper. Ma bouée de piscine disparaît, je ne peux pas refaire surface. J'essaie de sauter du fond et d'appeler à l'aide, mais l'eau ne fait qu'entrer dans mes poumons. Mon frère passe devant moi à la nage, et j'essaie frénétiquement de m'accrocher à lui, mais il suppose que je joue et il m'enlève de lui pour me pousser plus loin dans ce foutu bassin. Maintenant, je suis vraiment en train de paniquer. Ma vision se trouble, je n'arrive plus à respirer, je ne peux plus sortir. J'essaie donc de me pousser ou de marcher jusqu'à la paroi latérale de la piscine. Mes lunettes tombent, mes yeux me font mal et je ne vois rien. Finalement, je trouve une poignée et je me hisse. Après cela, je me suis détendu dans la partie de la piscine où j'étais en sécurité. Je me souviens très bien que ma mère m'a parlé de me donner des leçons de natation quelques mois plus tard. J'en parlais récemment à mes parents et je leur disais que je ne savais toujours pas nager. Et ils m'ont dit « Non, mon pote, tu as beaucoup nagé après ça. » Tous deux étaient intransigeants. Je savais que je ne savais pas nager, mais d'après mes parents, j'ai beaucoup nagé après cette noyade. Je suppose que je vais devoir aller dans une piscine pour voir si je sais nager. Je suis un grand amateur de films et j'ai toujours aimé les classiques des années 80 et 90. Il y a quelques années, j'ai raconté à mes amis une scène hilarante d'un film que j'avais vu enfant, où un groupe de personnages tentait de s'évader d'une prison en ballon gonflable. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais fou. Personne ne se souvenait de ce film. J'ai passé des heures sur Internet à chercher ce film, mais rien. Aucun film ne correspondait à cette scène. Pourtant, je me souvenais parfaitement des acteurs, de la musique et même des dialogues. J'ai demandé à mes parents, qui ont confirmé ce souvenir de moi parlant souvent de ce film quand j'étais plus jeune, mais eux aussi ne se souvenaient plus du titre ou des détails exacts. Ce qui est le plus troublant,
c'est que j'ai rencontré d'autres personnes en ligne qui se souviennent de scènes similaires, mais personne n'a pu identifier le film. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de laisser vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.